Alors, on va pouvoir enchaîner avec la première séquence de la journée, hein. Je rappelle que la matinée va s'organiser autour d'une grosse séquence et la journée entière autour de deux. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne les présentations d'outils et de technologies qui vous seront illustrées aujourd'hui. La première séquence traitera des aléas climatiques et leurs conséquences sur des facteurs abiotiques. Est-ce qu'on aura d'autres stratégies à mettre en place pour adapter les cultures, en tout cas les arboricultures sur les vergers, voilà, je cherchais le terme, parce que j'avais vignoble en tête, donc les vergers. Et donc je vais commencer par proposer en visioconférence à Guillaume Charrier, chargé de recherche INRAE, Auvergne-Rhône-Alpes, de nous rejoindre s'il est connecté. Donc je rappelle que Guillaume Charrier est donc chargé de recherche à INRAE en Auvergne-Rhône-Alpes. De mémoire, il est en Allemagne. C'est pour ça qu'il se connecte avec nous en visio. Vous me dites si c'est bon. Et le voilà, on vous voit. Dites pas de bêtises. Ah oui, ok, super. Voilà, super. Voilà, enchanté Guillaume. Merci de nous rejoindre. Avec vous, on va parler de compréhension et de modélisation de l'acclimatation au gel des noyers, qu'on va prendre comme exemple. Et on va voir avec vous comment on peut construire de nouveaux outils de la décision pour anticiper les évolutions et s'adapter à ces évolutions climatiques. Merci, oui, bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. Je suis effectivement en Autriche, pas en Allemagne. Et on sort juste d'un confinement ici, donc c'était un peu délicat de faire le déplacement. Apparemment, j'ai pas le partage d'écran, donc je peux pas encore partager ma présentation. Il faudrait m'autoriser pour ça. Je vous invite à commencer, on résout ça de notre côté. Ouais, ça marche, ok. Donc je vais vous parler aujourd'hui des outils qu'on développe pour finalement simuler l'état de résistance au gel, donc notamment chez notre espèce fétiche qui est le noyer, et avec notamment donc la construction de deux types de modèles pour prédire donc l'état de vulnérabilité et de comparer cet état de vulnérabilité aux températures qu'on peut observer in situ afin de prédire une intensité de dommages liés au gel. Alors je vais essayer, non, je ne suis pas encore autorisé. Ce travail en fait se base sur une évaluation des risques. Donc on a trois composantes finalement pour évaluer des risques. On a une composante d'aléas climatiques là, que M. Berthoumieux a relativement bien décrite. On a une composante de vulnérabilité intrinsèque, donc c'est la tolérance de la plante à supporter la formation de glace dans ses tissus. Et on a une composante aussi d'exposition, finalement, c'est comment le climat va impacter la température d'organes ou l'exposition de la plante à cet événement de gel. Et donc on a besoin, disons que c'est le risque de dommage se développe à l'interface de ces trois composantes. Je ne suis toujours pas autorisé. Tous les participants. On va y arriver. Ah oui, voilà, super. C'est bon pour vous. Ok. Donc j'ai intitulé cette présentation « Comprendre et modéliser l'acclimatation au gel des noyers » vers de nouveaux outils d'aide à la décision. Donc, je suis chargé de recherche à l'UMR Piaf à Clermont-Ferrand, qui est un laboratoire spécialisé dans l'étude de la physique et de la physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Et donc, on focalise nos études plutôt à l'échelle de l'arbre individuel pour comprendre finalement comment la diversité des paramètres du milieu, donc de température, de lumière, de sécheresse, influence la physiologie et la physique de l'arbre. Je vais vous présenter donc, les risques de gel. En fait, le gel, c'est un des principaux aléas climatiques qui induit des pertes économiques. Donc là, on a un graphe de la FAO qui montre donc que le gel est le principal facteur, parce qu'en fait, quand on a une gelée sur récolte, finalement, ça détruit toute la biomasse. La récolte est complètement perdue. Ça peut arriver donc sur une récolte de plantes annuelles, mais aussi sur si les bourgeons floraux, par exemple,
sont abîmés et donc on n'a aucune floraison et aucune production de fruits. Le gel peut impacter à différentes périodes, donc à l'automne sur des arbres peu acclimatés qui sont encore très hydratés et peu résistants au gel. Ça provoque essentiellement des dommages sur les parties pérennes et des dommages structuraux, notamment des gélisures sur le tronc. Mais le gel peut aussi affecter finalement en plein hiver, donc quand les températures gélives dépassent le niveau de résistance des plantes, donc sur des gelées à droite là, en plein cœur de l'hiver sur des bourgeons de pêcher. Et au printemps, donc c'est ce type de dommages qu'on regarde le plus souvent, en tout cas, qui nous a marqué ces dernières années, parce que c'est vraiment le dommage qui arrive quand on a l'impression que la plante est repartie en végétation et on voit directement les dommages, alors que les dommages précédents, on ne les voit finalement qu'à la reprise de végétation. Pour appréhender finalement l'état de résistance au gel, donc il faut prendre en compte le cycle de vie de l'arbre à l'échelle annuelle. Donc on a une phase de croissance au printemps, une croissance qui s'arrête et un arbre donc, qui arrête de croître, qui va se préparer finalement à survivre à ces conditions hivernales, donc qui sont défavorables. Et on a ce qu'on appelle un processus de dormance qui se met en place. Donc, c'est une incapacité à croître pour l'arbre. Et cette phase de dormance donc, se divise en deux sous-phases. Une phase d'endodormance. Donc, on a une inhibition intrinsèque au bourgeon qui n'est levée qu'à partir d'une certaine exposition au froid. En fait, c'est pour permettre au bourgeon d'intégrer l'information que l'hiver est déjà arrivé. Et puis la deuxième phase d'éco-dormance donc est levée après une certaine exposition au chaud, donc qui est intégrée au niveau du bourgeon donc comme étant la fin de l'hiver. Finalement, les températures reviennent. Et si cette phase d'éco-dormance est accélérée, on a des bourgeons qui sont très vulnérables au printemps. On peut s'attendre à ce que les différents stress climatiques puissent avoir un effet finalement sur ces stades phénologiques, et je vais vous en parler dans une deuxième partie de cette présentation. Et donc, ce sont des risques qui sont potentiellement émergents, qui pourraient modeler finalement l'histoire de vie d'un arbre, donc suite à des gelées ou des sécheresses non létales, mais qui affectent finalement la saisonnalité de la plante. Sur Montréal, donc sur le cultivar Franquette, on a développé un modèle qu'on appelle phénologique. En fait, il prend en compte la capacité de la plante à s'acclimater ou à se désacclimater, donc à réagir aux températures en fonction de son état phénologique, donc de son état de dormance dans les processus phénologiques. Donc on a une interaction entre climat et vulnérabilité qui est modulée selon la phénologie. Et à partir de la prédiction de cet état de vulnérabilité et d'un paramètre climatique, donc on utilise la température minimale, donc on peut évaluer un niveau de risque de dommage. Donc, ce type de modèle utilise deux variables d'entrée, donc qui sont la photopériode, qui va induire une entrée en dormance et un certain niveau de résistance, et la température, donc qui va aussi accélérer l'acclimatation ou accélérer la désacclimatation selon le niveau de température. Donc, c'est un type de modèle qui utilise un faible nombre de variables et de paramètres, qui est insensible aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'il considère finalement la physiologie de l'arbre comme étant optimale, quelle que soit son histoire de vie, et qui est valide dans la gamme de calibration. Donc, il faut le calibrer à l'endroit où on souhaite l'utiliser. On a peu d'assurance finalement pour l'utiliser hors gamme. Encore qu'on a utilisé aussi des données finalement acquises en laboratoire, donc qui renforcent quand même sa validité, donc dans des conditions contrôlées où on peut explorer une plus large gamme de climats. Une des questions qu'on s'est posées donc sur vis-à-vis des processus phénologiques, c'est comment prédire la date de début de cumul du froid. Donc en fait, je vous avais dit, donc on a une phase d'endodormance, donc qui est intégrée aux températures froides, puis une phase d'écodormance, donc qui apparaît en rose là, donc qui est plutôt en fin d'hiver, où là le froid
le froid n'agit plus, donc ce sont les températures chaudes qui vont agir sur le débourrement. Historiquement, donc, on calait des modèles de prédiction du débourrement à partir uniquement de cette phase d'éco-dormance en utilisant finalement un cumul de températures chaudes à partir du 1er janvier et ça marche relativement bien. Mais avec les hivers chauds et doux qui arrivent, donc on a des risques importants que la phase d'endodormance soit altérée, qu'on n'ait pas assez d'exposition au froid. Et donc, il faut pouvoir mieux comprendre cette phase d'endodormance pour prédire finalement la phénologie du printemps. Il faut pouvoir intégrer l'ensemble de la période hivernale, de la période non feuillée. Donc, on a testé donc, différents formalismes pour cumuler le froid. Donc, en prenant par exemple la date de première gelée, une température seuil, une photopériode seuil. Et en fait, celle qui marche le mieux, donc c'est une intégration entre photopériode qui diminue et une somme de température froide. Et ça prédit un début optimal, donc en tout cas pour modéliser la sortie de dormance, un début optimal plutôt début septembre, fin août, début septembre. Donc on a l'impression que les arbres finalement semblent recevoir l'information froid alors qu'on voit donc qu'ils entrent encore en dormance. Et en explorant donc ces dynamiques sur les paramètres climatiques à travers la France, on a pu voir donc donc à gauche on a les dates de début de cumul de froid à travers la France et on voit une relation assez forte avec la température moyenne annuelle. Donc on peut s'imaginer donc avec des automnes chauds que ça recule la date de début de cumul de froid. La date de levée d'endormance également réagit à la température moyenne. Donc on peut aussi soupçonner qu'un réchauffement climatique retarde la date de levée d'endormance et ce qui en fait, va avoir un effet non linéaire sur la date de débourrement, c'est-à-dire que si on a une température qui chauffe, tant qu'on est dans la gamme, on va dire entre 5 et 14 degrés, donc des températures plus chaudes ne vont pas impacter significativement la date de levée d'endormance, mais par contre accélérer le débourrement et donc rendre un débourrement un peu plus précoce. Mais par contre, au-delà de cette température, finalement, l'accélération lors de la phase d'éco-dormance ne compense pas le retard lors de la phase d'endodormance. Donc, on a un risque à ce niveau-là, même sur des températures moyennes annuelles au-delà de 14 degrés. Ainsi, on a pu montrer donc, sur certaines zones de France donc pour le noyer franquette. Donc, à l'horizon 2100, là, si on regarde surtout ce graphe-là, à l'horizon 2050-2100 sur le scénario climatique RCP 8.5, donc on peut avoir jusqu'à un tiers de la France pour lequel la date de débourrement serait retardée par rapport à la date actuelle. En fait, plus c'est rouge, plus la date est retardée par rapport à maintenant, et plus c'est bleu, plus elle est avancée. Donc, on a un effet sur l'endodormance plutôt sur les zones bleues et sur l'éco-dormance, pardon, plutôt dans les zones bleues et sur l'endodormance plutôt dans les zones rouges. Donc on a un risque finalement pour la culture du noyer, notamment dans la zone AOC Périgord. On a exploré ce modèle aussi sur différentes variétés, donc donc franquette, puis deux autres variétés, dont Chambord et Serre, qui sont des variétés californiennes plus adaptées à des climats chauds. Donc, en calibrant ce modèle, on a pu explorer ce qu'on appelle la marge de sécurité, c'est-à-dire la différence entre le niveau de résistance et les températures minimales observées à certaines périodes. Et donc, ce qu'on a pu montrer, donc, c'était une variabilité entre variétés. Donc, on voit que franquette, donc les couleurs sont plus chaudes, la marge de sécurité est plus forte, que ce soit à l'automne, en plein hiver ou au printemps. Et serre, les couleurs sont plutôt bleues, plutôt froides. Donc, on a une marge de sécurité nulle ou négative. Et notamment, donc, si on regarde dans les zones, donc les deux ronds là correspondent grosso modo à la zone AOC Périgord et à la zone AOC Grenoble. Et on voit donc que ces variétés plus précoces donc, sont complètement inadaptées à ces zones froides. Donc on a une marge de sécurité négative ou nulle, donc des dommages gélifs récurrents finalement sur les cultures. Une autre approche cherche à considérer finalement l'effet de variables physiologiques sur la résistance au gel, donc notamment en intégrant donc toujours les processus phénologiques liés à la dormance, mais également des processus liés
à l'état d'hydratation et au statut carboné de l'arbre pour prédire la vulnérabilité et avec la même approche de prédiction du risque. Ce type de formalisme donc, est basé sur des processus réels, physiologiques qu'on peut mesurer ou simuler en laboratoire. Par contre, il y a un processus de calibration qui est très, très coûteux en temps, mais qui serait plus robuste pour simuler des effets, notamment d'interaction entre stress dans un climat futur. En fait, ça se base sur l'observation que le contenu en amidon stocké à l'automne est hydrolysé pendant l'hiver, va former des sucres solubles. Donc, on voit en marron là, sur ce graphe, donc qui augmente pendant l'hiver, puis qui diminue au printemps. Donc, les sucres solubles sont resynthétisés sous forme d'amidon pendant la phase d'écodormance. Et après, ces réserves sont à nouveau utilisées pour la croissance. Et ce qu'on a pu montrer également, donc, c'est qu'on a une interaction forte avec l'état d'humidité en regardant sur un ensemble de tissus, d'organes et à différentes saisons. Et en fait, quand on a un état d'hydratation fort, on peut avoir une augmentation en sucre soluble, mais ça n'aura pas d'effet sur la température de résistance. C'est ce qu'on a sur les points bleus. Par contre, si on a un état d'hydratation abaissé, comme on observe aussi en plein hiver, donc on a un effet des sucres très fort. Donc on a vraiment une interaction entre les deux composantes, donc état d'hydratation et contenu en sucre soluble. Et ceci donc, peut permettre de prendre en compte, par exemple, l'effet de stress lié à la sécheresse au cours de l'été ou en fin d'été. Donc, un stress précoce et long va finalement affecter la capacité de la plante à faire des réserves. Et du coup, elle aura un état de tolérance qui sera très faible et va avoir potentiellement donc, la formation de glace au niveau des cellules, donc ce qui est létal pour les cellules. Alors qu'une sécheresse qui finalement serait plus intense et plus tardive dans la saison, donc quand la plante a déjà fait ses réserves, va plutôt affecter le compartiment hydrique, donc en asséchant un petit peu les tissus, et va favoriser la formation de glace, cette fois au niveau extracellulaire, hors de la cellule, et donc la glace hors de la cellule va dessécher encore plus les cellules et donc va leur permettre de résister à des températures gélives très basses. Donc ce type de formalisme pourrait être adapté pour des simulations climatiques futures. Et pour le cas, donc on a cherché à le modéliser de manière dynamique, donc en regardant finalement les variations de sucre soluble. Donc GFS, ce sont les glucose, fructose et saccharose qu'on observe dans la branche en fonction de la température, mais également de la saison. Et ce qu'on observe sur ce graphique, donc en quelques mots, c'est que on a finalement deux températures optimales pour hydrolyser l'amidon, au froid et au chaud. Donc on a simulé par K1C et K1W, et une température de resynthèse qui, elle, est au chaud. Mais ces trois activités d'hydrolyse et de resynthèse finalement varient au cours de l'hiver, et donc en lien avec l'état phénologique de la plante. Et on a pu faire un modèle relativement simple de prédiction des conversions entre amidon, sucre soluble et avec une composante aussi de respiration en fonction de la température pour prédire l'état le statut carboné au cours de l'hiver. Une deuxième phase d'expérimentation aussi nous a permis de mettre en évidence finalement l'effet de la température du sol sur la capacité de la plante à se réhydrater au printemps, donc en refroidissant le sol et en le réchauffant, donc avec un dispositif qu'on voit là dit de marmite, et en réchauffant le sol à différentes dates, on voit que une fois que le sol est réchauffé, les racines sont capables de récupérer l'eau et l'eau va pouvoir remonter dans les parties aériennes. Donc, c'est une des variables importantes pour simuler le statut hydrique. Et une autre variable étant de prendre en compte finalement les flux évaporatoires à l'échelle de la branche. Donc, on a fait aussi des manips pour calibrer ces dynamiques-là en fonction du coup de la quantité d'eau présente dans les tissus. Ce qui nous a permis de construire un modèle donc sur la même formalisme initial, donc la résistance au gel en fonction de la quantité de sucre soluble et de l'humidité pondérale. Donc, on peut simuler de manière dynamique ces deux variables pour aboutir à un modèle donc, qui prédit la résistance au gel et qui est relativement similaire, qui a une précision relativement similaire à ce qu'on peut faire avec le modèle phénologique, mais par contre qui pourra prendre en compte l'effet de stress climatique sur la physio des arbres.
Et pour conclure aussi, donc ça a été fait sur noyer. On a cherché à renforcer, à voir la généricité de ce modèle, donc sur différentes espèces. Et là, grosso modo, donc on a testé différents formalismes. On utilise uniquement le glucose, fructose, saccharose comme on a chez le noyer, ou la quantité de sucre soluble et de polyols totaux. Par exemple, chez les rosacées type pommes, prunus, les cerisiers. Donc, on a aussi une quantité de polyols importante. Et donc, en utilisant ces sucres solubles totaux, on arrive à quelque chose qui est un petit peu meilleur. Donc, on arrive à prédire à plus ou moins 5 degrés la température de résistance. Et du coup, on s'est demandé si chaque sucre avait un effet individuel. Et ce type de modèle, donc calibré à l'échelle d'une famille ou d'une espèce, marche relativement bien donc chez l'ensemble des espèces qu'on a étudiées. Donc on a du pêcher, on a des chênes, on a du pommier, on a du mélèze, enfin voilà, différentes espèces d'arbres. Pour conclure, Guillaume, peut-être quelques perspectives que vous nous offrez, là, si on prend un peu de recul sur ce que vous venez de nous dire, et peut-être conclure, sachant que pour rien vous cacher, le son est toujours un peu compliqué, donc je vous invite peut-être à insister sur les quelques points marquants pour qu'on retienne bien les messages clés de votre intervention. J'arrive à la conclusion, ouais. C'était juste, donc, on a posé l'hypothèse que l'effet sur la résistance au gel pouvait être lié au potentiel osmotique de chacun des solutés, et ça marche moins bien. Donc c'est pas physiologiquement, c'est pas uniquement le potentiel osmotique qui explique l'effet des sucres sur la résistance au gel. Et donc voilà, pour quelques perspectives. Donc, désolé de ces soucis audio. Donc, ce modèle diphénologique de résistance au gel peut permettre d'estimer les risques pour différentes variétés, donc une fois qu'il est calibré, et donne des paramètres quantitatifs. Donc les paramètres du modèle peuvent permettre de donner des cibles pour sélectionner des variétés adaptées aux conditions actuelles. Par contre, le modèle physiologique pourrait être plus pertinent pour la prédiction de risque si on a des stress préalables, comme on pourrait rencontrer dans un climat futur, et donc permettre de sélectionner des génotypes ou des espèces tolérantes sous des conditions inédites, donc d'interaction entre différents types de stress, qui peuvent être aussi des stress biotiques suite à des interventions de ravageurs également. Là, j'ai focalisé sur la sécheresse, mais ça peut être également des défoliations. Voilà, je vous remercie. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre à peu près l'essentiel de mon talk. Tout à fait, Guillaume. On retient bien que du coup, vous nous avez exposé les différents types de modèles sur lesquels vous travaillez. On comprend qu'il y a des solutions et des modèles qui commencent à être opérants et qui permettent justement de prévenir, notamment sur certaines AOP, on le disait pour le Périgord, des adaptations nécessaires à mettre en place. Mais qui dit modèle dit données terrain, et du coup il semble intéressant de reposer la question à Benoît Chauvin-Buteau, qui est ingénieur agro spécialisé en arboriculture fruitière et agriculture de précision à la Chambre d'agriculture de la Drôme, de venir justement nous donner un peu son retour d'expérience sur le terrain. Et avant juste de lui donner la parole, on a une question pour vous, Guillaume, si vous êtes toujours avec nous. Ces modèles que vous venez de nous exposer, avec chacun ses particularités, sont-ils actuellement utilisés dans le cadre de projets de sélection variétale ou est-ce que c'est pour l'instant quelque chose que vous venez de produire et qui n'est pas encore approprié par les pépiniéristes ou en tout cas les sélectionneurs? On est en train de déposer un projet là, avec des collègues du CTIFL pour l'amélioration du noyer. Donc, c'est en cours d'application pour ça, ouais, justement. Bon, affaire à suivre en tout cas. Merci encore, Guillaume. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'INRAE Auvergne-Rhône-Alpes et en ce moment en Autriche. Bon séjour là-bas.